Cosmos Show, mystère, mensonge, sens de la vie, début des temps, les plus grands mystères de l'humanité, les grandes pyramides d'Égypte, un des endroits qu'on nous a le plus souvent parlé pour essayer de nous expliquer comment auraient pu être construites ces pyramides d'une grandeur incroyable, de loin les plus connues, qui est dans notre imaginaire depuis toujours. Charles Tisser nous a fait des milliers d'heures d'explications, des centaines d'heures à découverte. C'est dans les sujets les plus fascinants et les plus expliqués par le mainstream qui ont toujours la bonne manière de l'expliquer. Tu sais, il y avait des milliers et des milliers d'esclaves pendant des centaines d'années. Puis ils ont fait ça en tirant avec des leviers. Puis ils essayent d'expliquer comment ça aurait pu être fait. Mais le mensonge est tellement bizarre, ou l'histoire qu'il nous raconte est tellement cousue de fil blanc, on sait très bien que ça ne tient pas la route, mais on tente de nous cacher l'existence des pyramides depuis très longtemps. Mais en fait, ceux qui ne peuvent pas nous cacher leur existence, ils ont une histoire abracadabrante qui expliquent leur présence. Puis ceux qui ont encore passé inaperçus, on tente de faire en sorte comme s'ils n'existent pas, mais pas du tout. Parce qu'il y a des milliers de pyramides sur la Terre. Et en Chine, entre autres, il y en a des centaines et des centaines qu'on a recouverts de terre et on fait croire que c'est des montagnes. Aux États-Unis même, il y en a probablement qu'il y a des pyramides qu'on tente de faire croire que c'est des montagnes. Mais les plus connues, c'est celles sur le plateau de Gizeh en Égypte. Ces trois magnifiques-là qui sont beaucoup trop difficiles à cacher. Donc, on tente d'arriver avec une manière de l'expliquer. Il y a deux écoles de pensée. Il y a celle des mainstream médias, que c'est des esclaves qui ont fait ça, un peu comme dans Astérix. OK? Ou il y a ceux qui pensent que c'est pas vrai, que ça serait les extraterrestres. Puis ça, on va voir ici la stratégie d'Astérix ici pour construire ces magnifiques pyramides. Mais eux autres, il faut dire qu'ils vont avoir eu recours à la fameuse potion magique. Donc, il y a quelque chose de magique là-dedans dans la construction des pyramides, même pour Astérix. Euh, ou l'autre, c'est que ce qu'Hollywood tente de nous faire croire depuis le début du cinéma, ce que pendant 20 ans de la série Nos ancêtres les extraterrestres ont tenté de nous dire que c'est soit les extraterrestres qui les ont construits, ou ça a été fait avec l'aide des extraterrestres. Dans le mainstream média, on nous dit que ces pyramides-là sont des sarcophages pour d'anciens pharaons. Mais bizarrement, on n'a jamais trouvé de corps et de chambres en hommage à ces pharaons-là dans les pyramides. Ça semble tout à fait être un outil. Puis beaucoup de gens croient que c'est un outil qui a un rapport avec l'énergie, pour envoyer de l'énergie dans le ciel ou aller chercher de l'énergie dans le ciel, l'amener dans le sol, du sol au ciel. Ça semble être un outil. Et cette semaine, il est arrivé une découverte scientifique assez incroyable qui a été faite à partir de données publiques qu'on a mis ensemble avec des scans à travers la Terre. Puis on est arrivé avec des découvertes tout à fait incroyables, des structures sous les pyramides d'Égypte, donc qui détruisent complètement l'histoire du mainstream média. Donc, aux yeux de tout le monde, peut-être que même dans les mainstream, ils vont tenter de cacher l'existence de cette découverte scientifique qui date de cette semaine. Euh, Grosso modo, là, si on voit quelques images, je vous ai traduit un reportage de Greg Reese que je vais vous présenter dans quelques instants. C'est qu'on a découvert que sous les pyramides d'Égypte, il y a des gros tuyaux entourés on dirait que c'est un fil électrique qui s'entoure autour, mais qui vont sous les pyramides pour jusqu'à 640 mètres de profondeur, puis ils vont être installés euh, sous les pyramides, des gros blocs, on dirait des batteries en dessous, à des centaines de mètres enfouis sous les pyramides. Donc, je vous présente, excusez, le reportage, et puis je vous reviens dans quelques instants.
Corrado Malanga de l'Université de Pise et Filippo Biondi, impliqués dans la recherche sur le radar et la télédétection à l'Université de Schwarzkleid, ont publié en 2022 via MDPI une recherche évaluée par des pairs et intitulée « La topographie Doppler du radar à synthèse d'ouverture » révèle les détails de la structure interne à haute résolution de la Grande Pyramide de Gizeh. Leurs recherches ont été menées à l'aide de données SAR et d'un logiciel propriétaire développé par Filippo Bondi qui transforme les signaux radars en informations phénotiques permettant de détecter les vibrations millimétriques. Cette technologie de pointe est capable de révéler des structures souterraines invisibles aux méthodes traditionnelles et des structures internes, révélées jamais vues auparavant. Ayant établi leur expertise dans l'utilisation de la SAR pour explorer les structures pyramidales de manière non évasive, un récent communiqué de presse sur leur projet actuel a été publié samedi dernier. Ce communiqué de presse du 15 mars résumait les principales conclusions de la recherche de l'équipe sur la deuxième plus grande pyramide du plateau de Gizeh. Connue sous le nom de pyramide de Krapf, ce qu'ils ont trouvé était étonnant. L'analyse de dizaines d'images SAR topographiques obtenues sous différents angles a permis la reconstruction en 3D de l'intérieur de la pyramide de Krapf et des profondeurs du plateau. Près de la base de la pyramide, on voit 5 structures identiques reliées par des chemins géométriques. À l'intérieur de chacun d'entre eux se trouvent 5 niveaux horizontaux et un toit en pente. Sous ces 5 structures se trouvent 8 structures cylindriques qui semblent être des puits verticaux creux à l'intérieur et entourés de chemins en spirale descendants. Ces 8 structures cylindriques alignées verticalement disposées en 2 rangées. Parallèles du nord au sud descendent jusqu'à une profondeur de 648 mètres et elles se fondent toutes en 2 grandes structures cubiques mesurant environ 80 mètres de diamètre de côté. L'ensemble de la structure s'étend à environ 2 km sous la surface et s'étend sous les 3 pyramides du complexe du plateau de Gizeh. L'égyptologie traditionnelle nous apprend que les pyramides de Gizeh étaient des tombeaux pour les pharaons Khéops, Khéphren et Mykorénos et qu'elles avaient été construites vers 2500 ans avant Jésus-Christ à l'aide de rampes et de traîneaux et de leviers. Mais les mathématiques redondantes dans leur construction, qui incluent pi, le nombre d'or et la vitesse de la lumière, ainsi que les témoignages des architectes experts d'aujourd'hui, suggèrent que l'histoire officielle ne tient pas la route. La structure souterraine massive révélée par les récentes données SAR montre ce qui semble être un système mécanique ou fonctionnel qui a déjà été supporté dans le passé. Nikola Tesla croyait que les pyramides pouvaient exploiter la technologie et les fréquences naturelles de la Terre. Cela a sans doute inspiré ses expériences en matière de transmission d'énergie sans fil avec zones scalaires. Giza Power Plant, Christopher Dunn soutient que la Grande Pyramide était une machine génératrice d'énergie utilisant des forces acoustiques et de résonance pour convertir les contraintes mécaniques en électricité. Dans Giza Death Star, Joseph Farrell a proposé que la Grande Pyramide de Gizeh soit une arme de destruction massive utilisant un type de physique qu'il appelle phaléophysique pour concentrer l'énergie comme une arme scalaire. Les puits cylindriques pourraient être des conduits pour l'énergie ou les ondes sonores où les structures cubiques pourraient servir d'unité de stockage ou de stabilisation de l'énergie, un peu comme les composantes d'une arme ou d'un générateur à grande échelle. Et la détection des vibrations dans les structures internes des pyramides reflète
toutes ces idées. Le projet CAF espère planifier des fouilles afin de découvrir plus en détail cette structure souterraine, mais l'histoire qu'il sera très difficile d'obtenir l'autorisation de le faire. Reportage de Greg Reese traduit par Cosmos. Hein? Pas payé ça? Donc, tu sais, ça nous a toujours fasciné d'essayer de trouver les grands mystères de l'humanité, puis d'être capable de découvrir quels ont été les mensonges. Bien, c'est pas mal plus facile à faire, mesdames et messieurs, qu'on croit. OK? Je vais vous montrer que je l'ai fait très facilement récemment. Et puis, vous pouvez le faire également. Et puis, en se mettant à fouiller dans notre histoire très, très proche de nous, on peut découvrir des choses pas aussi spectaculaires que ce qu'on vient de voir, des immenses piliers qui vont des centaines de mètres sous la Terre, qui utilisent la Terre, on dirait, comme une batterie pour envoyer un signal ou recevoir un signal. C'est fascinant. Mais dans notre histoire très proche, en Amérique, trouver des mensonges dans l'histoire mainstream est encore plus facile qu'en Europe ou dans des vieux pays du Moyen-Orient où l'histoire est millénaire. Donc, ils peuvent dire que ça a pris des milliers d'années à faire avec des milliers de personnes et puis ça fait du sens. Mais en Amérique, l'histoire qu'ils nous raconte, c'est qu'avant 1800, 1750, il y avait grosso modo pas un chat dans notre coin. Il y avait juste des Amérindiens qu'eux autres, semblerait-il, construisaient rien. Faisaient juste se promener, okay, des nomades, ou bien il y en a qui étaient sédentaires, mais ils ne construisaient pas des immenses édifices en pierre faits pour durer des centaines d'années. Donc, selon la démographie canadienne ou québécoise, selon l'histoire mainstream, autour de 1900, donc il y a 125 ans, au Québec, il y avait 1 million de personnes sur le territoire. Donc, 9 fois moins que maintenant. Puis lorsqu'on retourne vers 1850, c'est à peu près la moitié du million, ou bien 600-700 000 à ce moment-là. Donc, c'est 10-12 fois moins de personnes sur le territoire. OK? Gardons ça en tête. Je vous ai parlé au début de la saison de Cosmos, je suis allé visiter la cathédrale à Joliette, qui était tout à fait magnifique, puis j'ai réalisé que le temps qu'ils nous disent que ça a pris pour la construire versus la population qu'il y avait à Joliette ces années-là, avant l'électricité, avant les camions, avant la possibilité de transporter ces matériaux-là, que tout devait se faire avec des charrettes puis des chevaux, avant que les routes existent, avant que les autoroutes existent. Ça m'apparaissait bizarre. Je réalisais qu'il n'y avait pas assez de personnes à Joliette pour avoir construit ça. Et puis, après, j'ai regardé un exemple encore plus frappant. Ici, je vous présente l'église de Saint-Jacques de Montcalm. C'est juste à côté de Joliette. C'est un tout petit village qu'encore aujourd'hui, en 2025, il n'y a que 4000 âmes qui vivent à Saint-Jacques de Montcalm, un magnifique petit village qui a, entre autres, une magnifique école secondaire qui s'appelle Esther Blondin, qui est possiblement la plus belle école que j'ai jamais vue. Et j'ai vu beaucoup d'écoles dans ma vie, parce que j'ai fait des photos d'école pendant très longtemps. Esther Blondin, c'est incroyable. C'est comme aller à Poudlard, on dirait. Tu sais, au Québec, là, on pourrait dire Poudlard, ça ressemble au collège Esther Blondin. Il faudrait que je me regarde. Je pense que ça a été construit il y a une centaine d'années également. C'est un peu louche également. Donc, Saint-Jacques de Montcalm, c'est pas celle-là. Ça, c'est pas Saint-Jacques. Excusez, je ne veux pas vous induire en erreur. Saint-Jacques de Montcalm, 4000 personnes qui vivent à Saint-Jacques au moment où on se parle. Donc, il y a 100 ans ou 110 ans, il y avait 9 fois moins de personnes que maintenant. Donc, disons 10 fois moins, faire un chiffron. Donc, il y aurait eu à Saint-Jacques, à l'époque, environ 400 personnes. Sur les 400, 200 femmes, évidemment. Sur les 400, il devait y avoir 40-50 enfants. Donc, il y a à peu près 150 hommes qui sont disposés à construire des choses. Puis eux autres, ces 150 hommes-là, mais ce qu'on nous dit officiellement, là, l'histoire de Saint-Jacques, c'est qu'il y a 75 familles
qui sont partis d'Acadie, qui ont été déportés dans le grand déportement, la déportation des Acadiens, OK, autour de 1775, puis ils se sont établis à Saint-Jacques. C'est pour ça que c'est considéré comme un village acadien encore aujourd'hui, même si c'est dans la Nodière. OK, donc on avait 75 familles. Donc on est 70 ans plus tard où, OK, il devait avoir quelques centaines d'habitants à Saint-Jacques, gros maximum. Et ils ont construit une église tout à fait incroyablement belle. OK, donc on la voit ici, vue du ciel. OK, ça pourrait ressembler à une cathédrale, même que pendant un certain temps, ils voulaient faire en sorte que on ait la dénomination cathédrale et que ça soit comme la capitale de la Nodière pour le diocèse, mais finalement, c'est l'église de Joliette qui l'a emportée, mais est presque aussi belle dans un village tout aussi minuscule. Donc, imaginons-nous, l'histoire officielle, c'est que cette cathédrale-là a été la deuxième sur le même territoire. Une histoire qu'on se comprend également. Donc, la première a été construite en 1800, lorsqu'il y avait à peu près 100 personnes, et puis elle était pas mal belle. OK, je vous explique ici. Mystère de l'église de Saint-Jacques-de-Montcalm. Petite municipalité de la Nodière près de Joliette, 4000 âmes en 2025, autour de 1000 en 1915. 500 hommes, 200 enfants, environ 300 adultes. En 2 ans, ils ont construit cette magnifique église de 1916 à 1918. Comment c'est possible? Donc, on voit ici des magnifiques photos de cette église, OK? Encore aujourd'hui, tout à fait magnifique, en forme de croix, avec 2 immenses clochers devant, puis l'intérieur est magnifique également dans ce petit village. Cette magnifique église est la deuxième bâtie sur le même terrain. La première, fondée en 1801, agrandie, rénovée et finalement brûlée en 1914. Voici la première église de village avec quelques centaines d'âmes. Là, on nous dit, les photos que j'ai trouvées, c'était qui a été bâtie en 1801, mais ces photos-là doivent être à la fin des années 1800. On a la rue principale encore à Saint-Jacques. Donc, le pavé semblait être en bois, mais l'église est quand même assez spectaculaire, encore une fois avec les 2 gros clochers. OK? Et puis, elle a brûlé en 1914. Puis là, eux autres, ils n'ont pas perdu de temps en 2 ans avec les quelques centaines de personnes qui étaient là, qui avaient tous des jobs, qui travaillaient sur une ferme, puis qui... Tu sais, il n'y avait personne là, pour faire ce job-là. Là. OK? C'est ça, c'est qui est incroyable. OK, mais on a quand même, ce qui est rare, on a des photos de la reconstruction de l'église. Donc, photos de la reconstruction. On a ramassé les débris de l'ancienne, construit la nouvelle. La paroisse obtient une importante somme d'argent pour la reconstruction de l'église, bénéficiant d'un legs de Camille Gagnon, originaire de Saint-Jacques. Les travaux commencèrent en 1916. En façade, les deux statues occupant les niches répondent à une volonté de M. Gagnon. L'édifice terminé en 1918 est par ailleurs orné de plusieurs tableaux et statues sauvées de la première église incendiée. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a réussi à sauver et installer dans la deuxième église. La question, combien d'ouvriers a-t-il fallu pour construire la première église? Qu'on a vu les photos en haut. Là. Ça a pris combien de personnes pour construire ça? Il y avait que 200 à 300 hommes au village à l'époque, surtout des fermiers, où les gars ont eu leur formation de maçonnerie. D'où viennent les matériaux et combien d'ouvriers pour la deuxième pour construire ce chef-d'œuvre en 2 ans? Comment étaient transportées les pierres? Qui s'occupait des chevaux? Là, ici, on voit une photo de la rue principale dans les années 1800. Donc, on voit ici les clochers qu'on a vus de face à droite, qui nous montrent que c'est bien et bien la rue principale. Tout en boîte, avec personne, grosso modo, dans le village, mais il y a des vieilles maisons sur la rue principale et l'église était là. Mais qui a bien pu la construire? Avec quel talent? Il n'y a pas d'école pour leur montrer comment faire. Voici des photos de l'intérieur aujourd'hui, à quel point c'est magnifique cette église. OK? Construit en 2 ans. Comment un si petit village a trouvé les moyens, les ouvriers, les matériaux, le transport,
le savoir-faire pour construire ce qu'on serait incapable de reproduire aujourd'hui, et surtout pas en 2 ans. Si vous avez des infos, mettez-les en commentaire. Eh bien voilà. Donc, il y a des mystères, puis je vous incite à regarder dans votre village. L'Église a été construite en quelle année? Puis il y en avait combien qui se construisaient dans ces années-là? C'est qui l'a construit? Puis essayez de vous imaginer de quelle manière ça a pu être fait. Construire ça en 2 ans, il y avait à l'époque 500 personnes dans le village, 250 femmes. Il n'y a pas de... Même si tous les hommes du village étaient à la construction de la cathédrale ou de l'église à temps plein, je pense qu'il n'aurait pas été capable de le faire en 2 ans. Mystère, mesdames et messieurs, puis je vous incite à regarder autour de vous ces anciens bâtiments-là et m'envoyer des informations si vous voyez des incongruités. C'était Cosmos pour la chronique Mystère, Histoire. De retour en studio.